Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Diagnostic. Ravi de vous retrouver comme chaque semaine pour une nouvelle thématique médicale. Aujourd'hui, nous abordons un enjeu majeur de santé publique qui est le diabète et les effets du sucre sur notre organisme. Alors, il existe plusieurs types de diabète et selon les dernières données internationales, le diabète de type 2 représente 90% des cas de diabétiques. Alors aussi, il est en forte ou progression en grande partie à cause des habitudes alimentaires modernes et de la sédentarité. Au-delà du diabète, le sucre agit silencieusement dans notre corps au niveau des hormones, du cœur, du foie, de la peau aussi et des vaisseaux sanguins. Alors, quel est l'impact du sucre sur notre santé? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir nos invités. Docteur Azzoun Assia, vous êtes maître assistante en médecine interne, CHU Blida. Bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, le plaisir à moi. Aussi, j'ai le plaisir de recevoir Dr Atallah Esma. Vous êtes médecin généraliste et nutrithérapeute. Bonsoir, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Merci. Alors aussi, j'ai le plaisir de recevoir Dr Benyahi Mohamed Akram. Vous êtes médecin spécialiste en endocrinologie, diabétologie au service diabétologie de CHU Bab Loued. Bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Très honoré d'être là. Merci. Alors aussi, votre médecin chroniqueuse est au rendez-vous comme chaque semaine, docteur Abdelmoumen Sarah. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci docteur Agabi, bienvenue à nos invités. Aujourd'hui, nous allons décrypter le lien subtil entre sucre, cerveau et mémoire émotionnelle. Je vous en dis pas plus, nous allons décrypter tout ça durant ma chronique. Alors oui, et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à suivre ce reportage signé Badia Amarni, sur le diabète. Regardez. Maladie aux complications multiples, le diabète nécessite un suivi médical rigoureux. Pendant le ramadan et la fête de l'Aïd, les patients se doivent de doubler vigilance pour équilibrer leur glycémie. Il faudra faire attention à l'alimentation de Ramadan. Parce que vous savez très bien que l'alimentation de Ramadan, Allah barak, tabla, elle est pleine. Donc il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup d'aliments très différents. Mais malheureusement, la qualité de l'alimentation fi Ramadan, elle change un peu. Vous mangez une cuillère de qalbelous de temps en temps ou un petit morceau de zlabia de temps en temps, pourquoi pas? Je parle aussi de l'Aïd à mes patients parce que plus Ramadan se termine, plus l'Aïd approche et on sait très bien que l'Aïd c'est une période de fête. Alors il faut manger avec modération les gâteaux, il faut aussi savoir se modérer, d'accord? Ne pas aller donc à chaque maison manger 2-3 gâteaux parce que sinon on finit aussi en hyperglycémie. Au service de diabétologie du CHU de Bab Loued, les patients sont pris en charge par les médecins qui leur donnent des conseils et les orientent notamment sur la conduite à tenir en cette période de jeûne et même pour la fête de l'Aïd. C'est aussi un impact sur le long terme, d'accord? Parce que le corps, il a ce qu'on appelle une mémoire métabolique, d'accord? Il y a une mémoire à l'intérieur de nos cellules qui se souvient de tous ces événements. Et malheureusement, toutes les études ont montré que effectivement, un patient, il est déséquilibré pendant le Ramadan. Ce déséquilibre, il va persister des mois après. Certains patients atteints de cette pathologie suivent à la lettre les orientations de leur médecin, comme Nasreddin, retraité qui vit avec le diabète depuis 30 ans. Ce diabète-là, il faut le gérer. Parce que si on se laisse aller, depuis 30 ans, encore il ne faut pas abuser. Ça, c'est une maladie. تسكت بصح كي تديكلاري دي فوا نشوفوا ناس مقطوع رجله مقطوع يده مقطوع انا جي دو سور ماتوا لي بالديابيت ما يسخفش خاطر تخفى يديها مسكين الله غالب. Au service du pied diabétique, Sofiane est hospitalisée depuis un mois. Il vient de subir une opération chirurgicale. Avec son compagnon de chambre, Rachid, il conseille les malades diabétiques et même les sujets sains. ها طلع لي دوز انايا شوفي ها كوبيت دوز السكر دونجي بزاف ردوا بالكم ردوا سيرتو رمضان السكر قلب اللوز هادي ما من العيد الحلويات العيد ما تهضريش كاع وحنا ضعاف ما نقدروش. انا نوجه نصيحتي لجميع الانسان سواء صحيح سواء مريض ماشي مشروط حتى يكون مريض ردوا بالكم على صحتكم وخاصة مرض السكري
المرض هذا راهو قبيح بزاف. Le diabète touche de plus en plus d'Algériens. La surconsommation des sucres et aliments hyperglycémiants, entre autres, sont la cause de cette pathologie. C'était un reportage signé Bedia Amarni sur le diabète. Donc, elle s'est déplacée dans un service de diabétologie où elle nous a ramené ces images, ces patients qui ont témoigné par rapport à leur maladie. En Algérie, le diabète représente 14,4% chez les adultes, ce qui veut dire à peu près 4,1 millions de personnes diabétiques sont diagnostiquées en Algérie. Et on sait très bien, on rappelle surtout que le diabète de type 2 s'installe progressivement sur plusieurs années, parfois diagnostiqué suite à une complication, comme on l'a vu sur le reportage. Et docteur Beniahi, donc sur le plan physiopathologique, comment se développe le diabète de type 2? Alors, le diabète de type 2, tout simplement, c'est une résistance à l'insuline, d'accord? C'est-à-dire notre corps produit de l'insuline correctement, mais cette insuline fonctionne mal. Pour vous donner un peu une image, moi je dis toujours, c'est un peu comme une serrure, d'accord? Où on aurait une clé qui ouvre mal, d'accord? Oui. L'insuline, c'est la clé et il y a un problème avec la serrure, donc des fois ça ouvre, des fois ça ouvre pas. Et du coup, qu'est-ce que le corps fait? Donc il a tendance donc à augmenter la quantité d'insuline qu'il Oui. produit, et cette augmentation de la quantité d'insuline, elle va provoquer le stockage de l'énergie, et l'énergie est stockée sous forme de graisse. Et donc finalement, c'est cette fameuse prise de poids et ces fameuses graisses au niveau donc abdominal, ce fameux ventre Oui. qui va donc finalement donner cette cascade qui va entraîner le diabète, mais aussi d'autres maladies métaboliques comme l'hypertension artérielle ou encore la dyslipidémie. Tout à fait. Alors, l'insulinorésistance, c'est la première étape pour qu'il y ait un diabète par la suite. Donc, il y a plusieurs patients qui sont diagnostiqués suite à une complication. Et les causes, justement, du diabète de type 2, quelles sont les causes? Est-ce que c'est l'alimentation, l'hérédité? À chaque fois, les patients posent cette question. Effectivement, donc finalement, c'est une maladie multifactorielle, Oui. d'accord? Donc on peut pas finalement se cacher, se voiler la face. L'alimentation joue un rôle énorme, d'accord? Surtout l'alimentation moderne. Cette alimentation qui a été importée de l'Occident, finalement, c'est elle qui a causé une grande partie de cette pathologie, Oui. d'accord? Et de plus en plus, on revient sur un mode d'alimentation traditionnel. Quand vous voyez par exemple les recommandations internationales actuellement sur l'alimentation, le régime qui est préconisé dans presque toutes les sociétés savantes, c'est le régime méditerranéen. Donc oui. finalement, ils nous disent, finalement, revenez à comment vous étiez, revenez à votre alimentation traditionnelle. Beaucoup moins de viande rouge, beaucoup moins de gras, un Fruits peu et légumes. plus, voilà, beaucoup de fruits et légumes, un peu de poisson, des farines complètes Oui. et un peu d'huile d'olive aussi. Oui, alors comme vous l'avez dit, donc l'alimentation joue un rôle très important pour justement le développement de cette maladie qui est le diabète de type 2. Et docteur Azoun, donc on avait parlé tout à l'heure des complications. Quelles sont les principales complications liées à ce diabète, ce type de diabète, le diabète de type 2? Oui, pour les complications du diabète de type 2, on a pratiquement, on va dire, deux types de complications. Des complications macrovasculaires, c'est ce qui touche les gros vaisseaux, on va dire, et les complications microvasculaires. Oui. Et en matière de diabète de type 2, ce sont les complications microvasculaires qui sont les plus fréquentes. Pourquoi? Parce que le diabète de type 2 évolue de façon silencieuse. Parfois, on fait le diagnostic à un moment donné, mais la maladie évolue depuis peut-être très longtemps. Oui. Donc, ça n'a pas donné de symptômes. Le malade ne connaît pas sa maladie et elle évolue, elle commence à donner des complications par la suite qui touchent surtout les petits vaisseaux, on va dire les micro-vaisseaux, qui vont s'altérer avec la toxicité des glucoses, des glycémies élevées, donc dans le corps, et qui va altérer la fonction de certains organes, notamment le rein, les yeux, les neurones, et puis il y a même la microcirculation cardiaque. Au-delà donc des complications microvasculaires, c'est-à-dire les complications chroniques microvasculaires, on a les complications macrovasculaires. Oui. Là, on a un problème de métabolisme, donc un défaut donc on a une insulinorésistance, donc un défaut de métabolisme il va retentir sur le corps et sur les gros vaisseaux en donnant des accumulations de plaques d'athéome, c'est des graisses, donc communément dit, et qui vont donner justement des complications au niveau cérébral comme les
AVC et parfois même des complications donc coronaires. Et c'est un mode d'ailleurs de découverte de la maladie. Parfois, on a des patients coronariens qui ont fait des épisodes donc de syndrome coronarien aigu. Ils ont été pris en charge et quand on a cherché, c'était un diabète caché, donc un diabète de type 2. Et à partir de là, on fait le diagnostic et on fait la prise en charge en fonction de chaque profil. Donc, ce sont les complications, on va dire, macro et microvasculaires. Maintenant, il y a d'autres complications donc, qu'on peut rencontrer, notamment la susceptibilité aux infections. Donc, le patient diabétique, il est très fragile. Donc, il cicatrise mal, il fait beaucoup plus d'infections par rapport aux autres patients. Aussi, il est immunodéprimé. Oui, on va la considérer comme une sorte d'immunodépression, mais plutôt, donc, c'est une susceptibilité aux infections. Et quand il fait une petite plaie, là, bonjour les complications, bonjour les infections. Et la prise en charge, elle est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que c'est des patients qui sont toujours traités par des antibiotiques et donc ils commencent à développer des résistances et tout. Et donc là, c'est une sorte donc de mauvaise, on va dire, ça va altérer la qualité de vie du patient. Et comme l'a dit d'ailleurs le fameux patient au reportage, donc il a fait certainement une petite plaie qui s'est mal tournée, les choses sont mal tournées et ça a fini par une amputation. Donc ça commence toujours comme ça, surtout quand on ne connaît pas la maladie ou bien quand on la connaît mais on la traite mal ou bien c'est-à-dire le patient ne fait pas attention à ce qu'il mange ou ne prend pas son traitement correctement. Là, il va y avoir certainement des complications par la suite. Exactement. Alors, par rapport à la différence au diabète de type 1, le type 1 se manifeste rapidement par rapport au diabète de type 2 qui peut rester longtemps, pendant des années, silencieusement à engendrer ou à endommager certains organes, notamment le cœur, donc les yeux, aussi les reins. Donc, il y a plusieurs complications qui ont été citées par Dr Azoun. Et justement, il y a l'alimentation qui est un des facteurs qui, on va dire, qui provoque cette maladie qui est le diabète. Et docteur Atallah, donc les sucres. Voilà. Donc tous les sucres ne provoquent pas la même réponse, on va dire glycémique, et la vitesse d'absorption n'est pas la même. Voilà. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors tout à fait. Donc on a des sucres simples et des sucres complexes, donc des glucides simples et complexes. Et donc tout à fait leur réponse et ce qu'ils vont engendrer sur donc l'effet sur le passage direct ou un peu plus lent, il fait toute la différence entre les deux. Donc on a le sucre simple, c'est une structure moléculaire qui est composée d'une molécule ou deux, donc ils sont simples, d'où donc leur passage rapide, absorption rapide, donc un effet hyperglycémique qui va être rapide. Les glucides complexes, donc on va parler à une chaîne on va parler d'une chaîne longue. On parle d'amidon, donc un passage ou absorption qui est plus lente et du coup leur effet sur l'insulinémie va dépendre de la charge glycémique. La charge glycémique qui va tenir en compte donc l'index glycémique, c'est la capacité de l'aliment d'engendrer de faire élever la glycémie dans le sang et aussi la quantité, donc la portion en grammage. Donc c'est ça la charge glycémique, c'est ce qui va faire la différence entre les deux. Et c'est important de savoir tous ces détails par rapport à l'alimentation parce que déjà quand on prend en charge le patient, quand on prend le volet, on va dire règles hygiéno-diététiques, on explique comment il choisit selon l'index glycémique et la quantité de sucre. La charge glycémique, voilà. La charge glycémique est beaucoup plus que l'index glycémique. Donc c'est la quantité aussi. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, le pastèque, index glycémique qui est un petit peu élevé, mais la charge glycémique est basse. Donc, il n'y a pas d'impact vraiment réel sur l'insuline. Donc voilà. C'est d'où l'importance d'expliquer tous ces détails dans l'éducation thérapeutique du patient diabétique. Alors, docteur Beniahi, tout à l'heure, vous avez parlé de l'insulinorésistance. C'est un état avant le diabète. Donc, il s'installe, il est là. On peut faire marche arrière si on prend en charge cette insulinorésistance. Expliquez-nous un peu plus cette insulinorésistance et comment on peut faire marche arrière à ce moment-là. Très bien. Donc je vous disais tout simplement, donc il y a un problème d'hyperglycémie. Alors au début, le diabète, ça commence pas, c'est-à-dire parce que la définition du diabète, il faut atteindre un certain chiffre. C'est 1,26 g sur une glycémie veineuse ou une HbA1c supérieure à 6,5%. D'accord ? Quand on atteint ces chiffres,
on est dans un état de diabète. Mais avant, on est dans ce qu'on appelle les états prédiabétiques. D'accord ? Donc finalement, qu'est-ce qui se passe ? Cette hyperglycémie chronique, elle va provoquer un stress au niveau de la cellule. C'est ce qu'on appelle du stress oxydatif. Et ce stress, sur le long terme, finalement, il va faire que la cellule, elle va donc mal fonctionner, ou à un certain moment, quand la cellule elle est totalement dépassée, elle va même entrer dans une autodestruction, ce qu'on appelle une apoptose. D'accord ? Donc finalement, cet état chronique, donc s'il persiste, effectivement, donc finalement, on ne peut pas revenir en arrière. Mais si on le prend au bon moment, si par exemple la personne est en prédiabète ou elle est avec un diabète, disons, assez léger, c'est-à-dire des chiffres pas encore élevés, si elle change son mode de vie du tout au tout, donc si elle décide d'avoir une alimentation plus saine en diminuant donc la quantité des glucides qu'elle consomme, la quantité du gras, des lipides qu'elle consomme, mais aussi la composition du repas, d'accord, même la qualité du repas, eh bien ces glycémies donc, vont diminuer, et puis cet état donc d'inflammation chronique va diminuer, et ça permettra finalement à la cellule de récupérer toutes les cellules du corps, en plus de la cellule pancréatique, et on pourra inverser donc finalement ce phénomène et même rester sous règle hygiéno-diététique ou sous régime pendant encore des années. Oui. Voilà. Bien, donc l'insulinorésistance, c'est un état qu'on peut, on va dire réversible si on va le diagnostiquer ou on va... Si on le prend à temps. Voilà, si on le prend en charge à temps. Alors, docteur Abdelmomen, donc la cellule, en fait, lorsque les cellules répondent moins bien à l'insuline, certains organes sont particulièrement touchés ou affectés. Donc, quels sont les organes les plus vulnérables au déséquilibre glycémique chronique? Oui. Le déséquilibre glycémique, c'est vrai que le corps ne va pas réagir immédiatement. Mais à la longue, les organes internes vont être lésés et causer des problèmes. En premier lieu, je citerai le cerveau. Oui. Donc, le cerveau, ce déséquilibre, les pics hyperglycémiques vont créer des problèmes. Et les premiers symptômes chez le patient, c'est le trouble de la concentration, une diminution de leur concentration. Aussi bien le cœur et les artères, on en a parlé, et c'est connu, les insuffisances veineuses chez les diabétiques. Donc les artères et les vaisseaux sont lésés au fur et à mesure, silencieusement. Et aussi, je parlerai aussi des troubles visuels. Dès qu'il y a un petit trouble, ça veut dire que les yeux commencent à être affectés. Aussi le rein, qui est tout le temps en surcharge, il continue à filtrer ce sang qui est hyper dosé riche en sucre. Donc le rein va être aussi impacté. Le foie qui va stocker les excès, donc le foie tannique, le métabolisme va être lésé, sans oublier le pancréas qui est surexploité tous les jours, qui va finir par lâcher. Donc c'est pour ça que les patients diabétiques ont des contrôles réguliers chaque 3 mois. Le fond d'œil, bilan rénal, donc le contrôle de tous les organes est très très important parce que le déséquilibre glycémique peut être silencieux, mais les dégâts sont globaux, ils vont toucher plein d'organes et on peut s'y prendre très tard. Donc du coup, le contrôle est très important. Oui, d'où l'importance déjà de chercher ces complications. D'ailleurs, quand on diagnostique un diabète de type 2, au début, on cherche les complications parce qu'on sait très bien que généralement, le diabète de type 2 évolue pendant des années d'une manière silencieuse, contrairement au diabète de type 1. Généralement, il se manifeste rapidement et on va remarquer rapidement les symptômes par rapport au diabète de type 2. Donc, docteur Atallah, notre alimentation moderne, donc l'alimentation qu'on a, on va dire, ramenée des autres pays, qui est riche en produits industriels, modifie aussi les signaux de la satiété et aussi la régulation hormonale. Quel est l'impact de cette alimentation qui est ultra transformée sur justement la régulation du métabolisme ? Oui, alors l'alimentation ultra transformée, donc la teneur en sucre qui est très élevée, donc un effet direct sur donc la résistance à l'insuline, parce qu'avec le temps, c'est-à-dire le récepteur à l'insuline, il va de plus en plus être abîmé et sourd, donc on a
plus de risques de développer facilement cette résistance à l'insuline, mais pas que. Dans des aliments ultra transformés, on trouve aussi la présence donc des graisses saturées, malheureusement, et même de perturbateurs de flore intestinale, qui sont les édulcorants et le colorant, les colorants et les additifs alimentaires, qui auront aussi un impact direct sur notre flore intestinale, qui vont engendrer une inflammation bas grade chronique. Et cette inflammation bas grade chronique, elle va donc inciter notre système immunitaire à sécréter à long terme donc des cytokines, donc des substances d'inflammation qui vont avoir un impact direct sur plusieurs organes, notamment donc le foie. Donc il y aura un risque élevé pour la stéatose hépatique par exemple, toutes les maladies qui sont en lien avec les maladies métaboliques qui sont en lien avec tout ce qui est inflammation. Donc déjà, donc on aura par le biais premièrement par l'hyperglycémie, l'hyperinsulinémie, aussi l'inflammation chronique et la glycation. La glycation qui est donc la liaison de l'excès de sucre qu'on consomme sur la protéine. Donc ça va former une glycation qui aura un impact sur tous les organes qu'on vient de citer maintenant. Alors, vous avez parlé de flore intestinale. Aujourd'hui, le microbiote intestinal est reconnu comme un nouvel acteur dans la survenue du diabète, c'est ça. Donc les nouvelles études ont prouvé qu'il a vraiment un rôle. Et ça, on parle, c'est tout récent, depuis les années 2000. Donc c'est une nouvelle, on va dire, nouvelle approche par rapport aux causes de diabète. Voilà. D'ailleurs, actuellement, il y a beaucoup de travaux qui sont focalisés sur ce microbiote intestinal. Peut-être il y aura une solution d'ici le futur. Voilà. Donc, alors, docteur Benyahi, le sucre n'agit pas uniquement sur la glycémie, il influence aussi l'équilibre hormonal global. Donc, quel lien existe-t-il entre l'excès de sucre et les troubles hormonaux? Au final, quand on voit le corps humain, c'est une machine très bien faite et très complexe, et où la moindre perturbation peut avoir des conséquences très importantes. Donc finalement, les hormones c'est un peu les messagers du corps, d'accord? C'est comme ça que le corps discute avec lui-même, on va dire. Donc l'hyperglycémie, donc le diabète, peut agir donc par différents mécanismes, mais c'est surtout alors un mécanisme médié par l'atteinte de la vascularisation et de l'innervation, d'accord? Quand finalement la vascularisation des glandes, par exemple des glandes endocrines, comme l'hypophyse qui est le chef d'orchestre donc du corps, est atteinte, donc il y a finalement un dysfonctionnement donc au niveau du corps, et finalement ces messagers passent mal ou ne passent plus. D'accord? Et cet état aussi d'inflammation chronique dont ma collègue a parlé, il provoque aussi finalement la possibilité d'avoir aussi plus de maladies auto-immunes, d'accord? Dont par exemple la thyroïdite, d'accord? C'est l'une des maladies auto-immunes endocrines que l'on retrouve le plus, et finalement ça serait un dysfonctionnement, donc le corps produit des anticorps contre la thyroïde, et finalement ça va résulter par une diminution de la fonction de la thyroïde. Oui. Or, on sait que la thyroïde, finalement, c'est la glande du métabolisme du corps. Donc, finalement, ça va atteindre le corps dans son entièreté. Tout à fait. Alors, donc le sucre, il va atteindre ou il va, on va dire, altérer plusieurs fonctions hormonales dans notre corps. Il ne va pas uniquement favoriser le diabète, mais il a plusieurs effets, notamment plusieurs organes et aussi plusieurs hormones. Docteur Azoun, donc, on va dire le sucre, il favorise aussi l'augmentation des triglycérides, du LDL oxydé aussi, deux facteurs majeurs cardiovasculaires. Donc, comment le sucre, on va dire, est aujourd'hui reconnu comme un des facteurs cardiovasculaires? Oui. Alors, en fait, quand on a un mauvais métabolisme du sucre, donc ce mauvais métabolisme ou bien le sucre en excès, il va être stocké dans le corps sous forme de graisse. Donc par le biais de l'hyperinsulinisme ou bien de l'insulinothérapie quand on la propose aux patients. Par la suite, donc cet excès, donc quand il s'accumule dans les organes, il va causer des dégâts. Alors, on a beaucoup d'organes qui sont touchés, notamment le cœur, les vaisseaux, le foie, donc beaucoup d'organes qui sont touchés. Et ce qui dérange le plus, c'est l'accumulation donc des graisses en périviscéral, c'est-à-dire à l'intérieur de l'abdomen. Et c'est ça ce qui constitue un véritable facteur de risque cardiovasculaire. Oui. Quand on a plus de graisse en périviscérale, là,
c'est la plus sonnette dangereuse. C'est le plus dangereux, c'est la sonnette d'alarme. D'ailleurs, pour le risque cardiovasculaire chez le patient diabétique, on a carrément créé un score de risque spécifique du patient diabétique, puisqu'il n'a pas le même risque qu'un patient qui n'est pas diabétique. Oui. Donc, on essaye de calculer son score de risque à travers un score bien précis. Bon, auparavant, on n'avait pas ce score, mais actuellement, on l'a, et qui va évaluer justement ce risque d'atteinte des vaisseaux et du cœur et des accidents cardiovasculaires chez le patient diabétique de façon un petit peu, on va dire, plus proche à la physiologie, à la physiopathologie du patient diabétique. Oui. Donc ça, c'est d'une part. Le deuxième problème, donc avec tout ce qui est graisse, donc mauvaise graisse et tout, c'est l'accumulation au niveau du foie. Oui. Donc c'est cette fameuse stéatose hépatique qu'on est en train de voir de plus en plus. Oui. On la diagnostique de plus en plus. Pourquoi? Parce que les graisses, donc en excès, donc c'est des mauvaises graisses d'ailleurs, elles vont s'accumuler justement au niveau du foie. Et à l'intérieur du foie, ça va créer une sorte d'inflammation chronique. Et cette inflammation va finir par donner des dégâts par la suite, jusqu'à arriver au stade de fibrose, qui est un stade, on va dire, irréversible. Oui. Au stade de stéatose hépatique, au début, on a toujours la chance donc de revenir en arrière. Oui. C'est-à-dire si on fait donc les règles hygiéno-diététiques correctement, si on suit notre traitement correctement, si on fait une activité physique régulière, donc on peut vider, on va dire, notre foie de cette graisse qui est mauvaise et on peut... Qui est d'origine du sucre. Du sucre, absolument. Oui. Donc c'est des sucres qui sont excès, qui sont transformés par le corps. Oui. Donc on peut gagner sur la santé du foie et on peut éviter justement l'évolution vers le stade donc de l'inflammation et de la fibrose par la suite, et voire même parfois on a eu des cancers carrément hépatocellulaires sur des foies qui étaient auparavant siège de stéatose hépatique. Donc ça, c'est un organe qui est très important, il faut faire attention. Et puis la stéatose hépatique, elle commence vraiment au stade d'insulinorésistance. Oui. Elle commence vraiment au stade de début. Donc quand on a cet excès de poids, il faut lutter contre cet excès de poids parce que les conséquences vont être par la suite un petit peu difficiles à prendre en charge. Même si on équilibre le diabète par la suite, même si on a des glycémies qui sont normales, si on est arrivé à un stade d'inflammation importante et voire même de fibrose, là ça devient un peu difficile, on ne peut pas revenir en arrière, les dégâts sont là. Et vous savez que le foie, c'est un organe noble. Un organe noble, c'est l'usine de tout ce qui est mécanisme, on va dire enzymatique, tous les médicaments pratiquement passent par le foie et tout, et donc là on aura des obstacles par la suite pour la prise en charge de ces patients diabétiques. Exactement. Oui. Raison pour laquelle quand on les prend en charge, d'ailleurs c'est la réclamation de nos patients d'ailleurs, quand on essaye de vérifier leur bilan lipidique et tout, ils nous disent que leur bilan il est normal par rapport aux normes des laboratoires, alors qu'en réalité ce ne sont pas les cibles à atteindre chez un patient diabétique. Un patient diabétique ne peut pas avoir un taux de cholestérol qui est avoisine les 2 grammes. Ce n'est pas normal. Donc la cible, elle est abaissée. Donc on doit proposer des thérapeutiques justement pour lutter contre ce métabolisme qui est défaillant des lipides, donc des graisses et des triglycérides, pour éviter les complications à long terme, entre autres au niveau du foie et au niveau du cœur et des vaisseaux et tout l'organisme d'ailleurs. Tout à fait. Donc le sucre agit dans plusieurs sites dans notre organisme ou dans notre corps, notamment plusieurs organes, et parmi les organes, ce foie qui est un organe noble. Donc c'est très important de faire attention parce que quand on a une stéatose hépatique, si on la laisse évoluer, ça peut aller vers la fibrose, l'insuffisance hépatocellulaire, cirrhose, insuffisance hépatocellulaire, et là c'est irréversible. Donc aujourd'hui, les boissons que les jeunes sont en train de consommer, on remarque beaucoup de jeunes qui consomment les boissons sucrées qui sont très riches en sucre ajouté. Et justement, Dr Atallah, quel rôle jouent les boissons sucrées aujourd'hui dans cette prise de poids qui a été citée par Dr Azoun, et aussi la graisse viscérale? Alors, je dirais que malheureusement, c'est la plus dangereuse. Donc, la boisson gazeuse ou bien sucrée. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est du liquide. Donc, liquide, ça veut dire passage rapide dans le sang et un pic plus rapide de glycémie. Deuxième chose, donc, c'est très calorique. Donc, ça va favoriser le surpoids rapide. Et plus, on risque donc de consommer de plus en plus parce qu'on n'a pas la satiété. Donc, ça reste des boissons, des liquides. Troisième point, c'est un fructose. Donc, fructose, il est métabolisé directement par le foie.
Oui. Donc, il a un risque direct pour stéatose hépatique. Oui, alors c'est très dangereux, surtout on remarque ces dernières années que c'est les jeunes, c'est les enfants carrément, ça commence déjà depuis l'enfance, la consommation de ces boissons sucrées et même mauvaise alimentation aussi. Donc on remarque que les jeunes ils sont en surpoids, l'insulinorésistance commence déjà dès le jeune âge, aussi cette stéatose hépatique qui est de plus en plus diagnostiquée chez les jeunes. Alors docteur Benyahi, donc la stimulation répétée de l'insuline peut conduire à une hyperinsulinémie chronique, même avant l'apparition d'un diabète. Donc comment l'hyperinsulinémie chronique influence-t-elle le métabolisme? Alors déjà, juste pour rebondir sur ce que vous disiez concernant les boissons sucrées, on voit de plus en plus, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas il y a quelques années, et on voit maintenant des adolescents qui font des diabètes de type 2 typiques. D'accord. Oui. Avant, pour nous, on nous disait enfant, diabète égale diabète de type 1. Tout à fait. D'accord. Mais de plus en plus, on voit des diabètes de type 2 typiques Juvénile. chez les enfants et les adolescents. Oui. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un signe d'alarme. D'accord. Tout à fait, oui. Voilà. Donc, en revenant vers l'hyperinsulinisme, donc l'hyperinsulinisme, c'est finalement, ce n'est que le début des problèmes. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'une façon qu'a le corps de réagir à un excès de sucre. D'accord? Donc la cellule pancréatique, ce n'est qu'un capteur de sucre, et finalement, selon la quantité de sucre qu'on lui apporte, elle réagit. Elle produit une certaine quantité d'insuline. Mais finalement, elle n'a pas des capacités. Donc déjà, dans un premier temps, elle surréagit. D'accord? Et cette surréaction, donc c'est finalement cette hyperinsulinisme. Et l'insuline, donc c'est une hormone anabolisante, donc c'est une hormone qui favorise le stockage. Et puis, donc, il y aura le stockage sous forme de graisse, notamment de graisse viscérale, avec finalement cette fameuse inflammation chronique de bas grade. Et cette inflammation, la production de ces cytokines inflammatoires, va finalement créer une dysfonction, d'accord, cellulaire globale, mais surtout de la cellule pancréatique. Oui. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Au début, tout simplement, la cellule, elle va avoir du mal à démarrer, d'accord? C'est-à-dire que lors de l'alimentation, de l'apport initial de glucides, il y aura le fameux pic d'insuline qui doit être en théorie dans les premières minutes qui suivent le repas, il va être retardé. Et puis, donc vu qu'il est retardé, donc le taux de glucose augmente, donc la cellule, comment elle réagit? Donc elle produit encore plus d'insuline. Donc c'est un cercle vicieux, vous comprenez? Oui. Donc l'hyperinsulinisme appelle la prise de poids appelle donc finalement cette dysfonction, et encore plus, et finalement, quand la cellule bêta est totalement dépassée, on arrive au stade de diabète. Et comme vous le disiez, le diabète évolue à bas bruit pendant des années. On estimait, des grandes études internationales ont estimé que généralement, l'état d'hyperinsulinisme, l'état de dysglycémie pouvait apparaître 10 ans avant que le diagnostic du diabète ne soit fait. Oui. Et on disait tout à l'heure que on a presque 5 millions de diabétiques en Algérie. Mais il faut vous dire qu'il y a peut-être encore plus, peut-être, qui sont non diagnostiqués, parce qu'ils ne sont pas encore au stade symptomatique. Pour arriver au stade de symptômes, il faut des glycémies très importantes, au-delà de 1,80 g, Oui. qui dépassent la capacité de réabsorption rénale du sucre. Oui. D'accord? Et donc finalement, donc si on a un nombre très important non diagnostiqué, dites-vous qu'on a encore plus de prédiabète non diagnostiqué. Oui. Donc pour vous dire que finalement c'est effrayant. Oui, c'est des chiffres alarmants quand même. Déjà, les chiffres que vous venez de citer. En plus de ça, cette addiction au sucre, donc on remarque qu'aujourd'hui dans notre société, il y a cette, on va dire, addiction. Avant, les addictions, c'était beaucoup plus d'autres molécules, mais aujourd'hui, c'est le sucre qui est, on va dire, qui est au premier plan. Et vous avez bien parlé des jeunes, parce que ça commence déjà dès le jeune âge. Et aussi, donc, docteur Atallah, ce phénomène d'addiction, puisqu'on est, on va dire, l'Aïd, il approche aussi. Donc, il y a toutes les femmes algériennes sont là à préparer les gâteaux. Déjà, la cuisine, donc on cuisine moins pendant la semaine avant l'Aïd. Donc, ce phénomène d'addiction au sucre, d'un point de vue comportemental et alimentaire. Donc, comment l'expliquer? Alors, il faut savoir déjà, chez l'humain, c'est inné dès la naissance. Le goût sucré, c'est donc génétiquement codé comme calmant
anti-stress et sédatif, déjà dès la naissance. Parce que d'ailleurs, on trouve, c'est-à-dire dans le lait maternel, le lactose, qui a le goût sucré. Oui. Déjà, on a ça. Et pas que, mais on a aussi sur notre langue 10 000 à 12 000 capteurs de goût. Donc amer, sucré, salé. Et ces capteurs-là sont liés à une zone dans le cerveau qu'on appelle une zone de récompense. Donc à chaque fois qu'on mange le sucre, donc le capteur va envoyer un signal au centre de récompense qui va donc sécréter l'hormone qui est la dopamine, qui est l'hormone du plaisir. Oui. Et notre cerveau humain, il adore le plaisir. Donc il va quand même redemander à chaque fois. Donc plus on va manger, plus il y aura une demande. C'est-à-dire la chose la plus négative, c'est que à long terme, et plus on va en consommer, ces récepteurs donc de dopamine vont être un peu, c'est-à-dire ils vont demander plus de sucre pour avoir la même réponse. Oui. Et donc à long terme, plus on consomme du sucre, plus on aura tendance à consommer plus en quantité. Donc voilà, Oui. c'est d'où ça pourrait expliquer, donc c'est une des causes, je dirais, de l'addiction. Mais on a aussi la flore, je reviens toujours sur la notion de la flore intestinale, donc ces bactéries aussi qui se nourrissent par le sucre. Oui. Qui, si elles sont présentes, elles vont quand même avoir un effet sur nos envies, donc elles vont réclamer le sucre pour qu'elles puissent se reproduire. Tout à fait. Ouais. Donc, et elle va causer cette inflammation de bas grade que vous avez citée tout à Et l'heure. le leaky gut, l'hyperperméabilité intestinale qui va aussi donc engendrer des maladies auto-immunes, notamment l'Hashimoto, ou bien même aggraver aussi les carences qui vont être responsables à l'aggravation du stress et la fatigue, les deux facteurs qui peuvent aussi, c'est-à-dire on va revenir à l'addiction du sucre parce que plus on est stressé et plus on est fatigué, on aura tendance à manger plus de Donc, sucre. c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Tout à fait. D'où l'importance aussi de, on va dire, éduquer le palais dès le jeune âge. Voilà. Donc, ne pas donner des sucreries à ses enfants parce que les enfants vont s'habituer et ça va donner une addiction au sucre. Donc, docteur Azoun, donc, par rapport au mois de Ramadan, généralement, après le Ramadan, donc pourquoi observe-t-on souvent une prise rapide des déséquilibres après le Ramadan? Parce qu'on fait des efforts pendant le Ramadan. Beaucoup de personnes, ils vont faire un régime, une activité physique. Après le Ramadan, donc tout va reprendre comme si on n'avait fait aucun effort. Absolument, absolument, c'est totalement vrai. Pourquoi? Parce que nos patients donc veulent jeûner, donc ils font beaucoup d'efforts pour jeûner. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont respecter toutes les règles hygiéno-diététiques, ils vont faire leur traitement correctement. Et donc pendant la période du jeûne, donc ils vont se priver de leur plaisir, on va dire. Et après le Ramadan, donc ils ont terminé les 30 jours de jeûne, ils sont satisfaits et tout. Donc là, ils vont relâcher donc ce respect, on va dire, des règles hygiéno-diététiques et ils vont finir par répondre à leur plaisir. Et donc, ils vont manger parce que pour eux, ils ont gagné. C'est une guerre qui a été gagnée d'ailleurs. Et donc, ils vont prendre leur récompense en mangeant plus de sucreries. Et ça, c'est un problème. D'ailleurs, nous, dans le suivi du patient diabétique, on fait une évaluation pré-Ramadan. On fait une évaluation pendant le mois de Ramadan et on fait une évaluation en post-Ramadan. Donc, c'est après la période du jeûne. Pourquoi? C'est pour chercher justement les problèmes qui se sont survenus soit pendant la période du jeûne, parce qu'on peut avoir des problèmes d'hypoglycémie, des problèmes d'hyperglycémie pendant la période du jeûne, mais aussi pour évaluer le comportement, on va dire, ou bien la réponse du patient après la période du jeûne. Qu'est-ce qu'il a eu comme bénéfice, mais qu'est-ce qu'il a eu quand même comme effet négatif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a eu comme problème. En réalité, il y a des patients d'ailleurs, quand ils jeûnent durant toute la journée, après l'iftar, ils vont se permettre de manger beaucoup de sucreries. Pourquoi? C'est pour compenser, soi-disant, les pertes qu'ils ont eues pendant la journée. Chose qui n'est pas juste. Donc, pour avoir tous les bénéfices du jeûne, d'ailleurs, si on est autorisé à jeûner, bien sûr, donc il faut respecter l'hygiène de vie et là, une bonne alimentation, une alimentation saine, même après l'iftar. Et même après le mois du Ramadan. Ramadan est terminé, oui, mais le patient est toujours diabétique.
Donc, Ah oui. il doit toujours respecter donc, une alimentation saine et équilibrée. Il ne doit pas en aucun cas de se permettre de prendre beaucoup de glucides parce qu'il y en a aussi ceux qui pensent que quand ils sont sous insuline, ils peuvent manger ce qu'ils veulent. Tout à fait. Chose qui est fausse. Au contraire, ça va augmenter la prise du poids et puis on va augmenter les doses d'insuline et on va tomber dans un cercle vicieux. Donc, chose qui n'est pas juste. Même si on est sous insuline, on ne doit pas manger de grandes quantités de Oui. sucreries, même avec l'AID et tout. Donc, Parce que c'est une fausse idée chez les c'est diabétiques qui sont sous insuline. Oui. Malheureusement, et pour eux, ils peuvent manger ce qu'ils veulent, chose qui n'est pas juste. Donc, on peut se permettre quelques petits plaisirs de temps en temps, mais pas tout le temps et avec modération, c'est-à-dire en quantité bien limitée. Oui. Bon, pour répondre à certains plaisirs, oui, je comprends, mais il faut respecter les quantités. Il ne faut pas se permettre, parce que le patient est toujours diabétique, il a toujours ce problème de métabolisme, il va le garder, c'est-à-dire durant toute sa vie. Il doit s'habituer, il doit vivre avec ce problème, avec ce défaut de métabolisme, et il doit s'habituer d'ailleurs à manger moins de sucre pour sa santé, pour avoir moins de complications. Tout à fait. Alors, on arrive maintenant à la chronique de votre médecin. Donc, alors, docteur Abdelmoumene Sarah, vous allez nous parler de... Alors toujours du sucre, mais un autre volet. Donc le jour de l'Aïd, nous pensons souvent que le sucre lèse que le corps. Mais au-delà de ça, il lèse aussi une autre partie de nous qui est notre mémoire émotionnelle. Comme on l'avait dit tout à l'heure, le sucre affecte directement le cerveau. Il va stimuler la dopamine, voilà. Il va stimuler la dopamine, qu'on avait dit, vous l'avez très très bien dit tout à l'heure, c'est l'hormone, le transmetteur principal du plaisir et aussi de la récompense, mais pas que. Il est aussi le transmetteur de l'attachement et des souvenirs. Donc quand nous allons prendre le gâteau de l'Aïd, c'est pas qu'il va juste nous nourrir et augmenter notre glycémie, il va aussi faire ressurgir des émotions généralement reliées à notre enfance, la famille, les traditions. Et le Eid, généralement, toutes les fêtes confondues, sont des déclencheurs mnésiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Les mêmes odeurs, les mêmes plats, les mêmes lieux vont déclencher en nous des sentiments reliés à des personnes. Hein. Donc là, à ce moment, ce qu'on va sentir, c'est l'absence des personnes qui ne sont pas présentes, les décès. Et là, sur le plan neuropsychologique, la personne, le cerveau lui-même ne saura pas faire toujours la différence entre un souvenir et une expérience vécue maintenant. Donc l'émotion ressentie, elle est réelle et authentique. Donc on revient sur le sucre et après un mois de jeûne, notre corps est hypersensible à certains modulateurs. Donc le sucre va augmenter rapidement, l'insuline va être sécrétée en excès, donc il y aura la chute de glycémie qui sera aussi rapide, donc l'irritabilité, la fatigue, on se sent pas bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est la modulation. Le premier truc qu'on a fait, c'est la table bien garnie. Et là, notre corps cherche quoi? Le premier réconfort. Le réconfort, donc le sucre va jouer un rôle va prendre le volet du réconfort émotionnel. Donc grâce au sucre, nous allons pouvoir remonter un peu la pente et se sentir un peu moins triste. Mais c'est un cercle. Donc émotion, sucre, émotion. Plus l'émotion est forte, plus nous allons consommer du sucre, plus nous consommons du sucre, plus la variation hormonale va affecter notre humeur. Donc c'est un cercle vicieux en quelque sorte. Donc si vous vous reconnaissez dans ces paroles, c'est naturel de ne pas être bien, de vouloir s'isoler des fois. C'est tout à fait normal, humain et biologiquement naturel. Mais il ne faut pas oublier ce cercle. Prenez des sucreries, des douceurs en quelque sorte, mais avec modération pour couper ce cercle émotion, sucre, émotion. Et tout se passera bien, Inch'Allah. Merci. Alors, c'était par rapport au sucre et c'était une occasion de parler de l'Aïd, cette occasion qu'on consomme, là où on consomme le plus de sucreries et là où on a, on va dire, le plus de dépassement par rapport aux autres jours de l'année. Alors, docteur Benyahi, par rapport au diabète, donc on va dire le dépistage reste l'un des piliers de la prévention. Quels sont les signes précoces d'un dérèglement glycémique à ne pas négliger?
Alors, généralement, on le résume par donc, la polyurie. Donc, c'est, comme je vous disais, le rein qui n'arrive plus à filtrer l'excès de sucre. Donc, finalement, ce sucre passe dans les urines et puis il passe avec de l'eau. Donc, on a tendance, c'est des gens qui se lèvent plusieurs fois la nuit pour aller aux toilettes. C'est des gens qui rentrent souvent aux toilettes. Donc, on les remarque. Généralement, c'est l'entourage qui le remarque. D'accord? Et ensuite, on a aussi donc, un amaigrissement malgré le fait que l'on mange, d'accord? Et puis aussi, il y a une fatigue. Généralement, il y a une fatigue très importante. Donc, tous ces signes doivent nous orienter vers un diabète et doivent pousser la personne donc, à faire un dépistage ou à aller consulter un médecin. Tout à fait. Le dépistage par rapport, on va dire, si le patient ressent l'un de ces symptômes, c'est simple, une glycémie à jeun avec une hémoglobine glyquée peut nous orienter si la personne elle a un diabète ou pas. Donc, ce sont deux moyens pour diagnostiquer. Voilà. Exact, c'est des moyens simples et prouvés. Donc, et en cas de doute ou dans certains cas particuliers, comme par exemple pour les femmes enceintes, on peut aller jusqu'à ce qu'on appelle l'hyperglycémie provoquée par voie orale. La GPO, c'est on donne de l'eau sucrée et on voit la réponse donc, glycémique du corps. Tout à fait. Alors pour les patients, donc j'imagine que vous, si vous avez un glucomètre à la maison, donc à chaque fois vous vous posez la question quelle est la meilleure façon pour mesurer cette glycémie capillaire. Généralement, il y a des erreurs qui sont faites, notamment mettre de l'alcool, ne pas se laver les mains avant la prise. Donc docteur, vous pouvez expliquer aux patients comment prendre une glycémie à l'aide d'un glucomètre. Alors, effectivement, il y a quelques erreurs récurrentes. Donc, la première chose déjà, c'est donc, se laver les mains parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'on a touché quelque chose de sucré. Oui. Et donc, finalement, on va mesurer ce qu'il y a sur nos mains et pas le sucre dans le sang. Donc, il faut se laver les mains avec un savon neutre et puis bien s'essuyer. Et puis, ne pas utiliser d'alcool avant de mesurer la glycémie. Pourquoi? Tout simplement parce que ça risque de fausser le mécanisme de mesure de l'appareil. Vous voyez dans votre bandelette, il y a un petit bout métallique, d'accord? C'est un capteur donc, qui permet, donc, selon une réaction chimique, de mesurer votre taux de glycémie. Et si vous mettez de l'alcool, vous risquez de fausser cette réaction chimique et donc d'avoir des faux résultats. Tout à fait. Donc faites très attention par rapport à la prise de votre glycémie. Ne faites pas des erreurs, comme ça les résultats ne seront pas faussés. Docteur Azoun, donc par rapport à l'activité physique, c'est aussi, on va dire que dans la prévention des maladies métaboliques, elle joue un rôle très important. Donc comment? Très bien. Donc l'activité physique, donc elle est, on va dire, planifiée chez les patients diabétiques ou bien les patients atteints de maladies chroniques. Généralement, on conseille 30 minutes d'activité par jour pendant au minimum 3 jours par semaine. Donc, si on peut aller jusqu'à 5 jours, ça serait mieux. Bien sûr, c'est une activité qui est adaptée aux fonctions d'organes de chaque patient. C'est-à-dire, un patient qui est cardiopathe, qui est au stade de complications cardiologiques, par exemple, il ne pourra pas faire des efforts très importants. Et là, l'activité va être adaptée à son état. Ceci dit, cette activité va l'aider aussi à réaliser ce qu'on appelle une réadaptation physique à son état, c'est-à-dire actuel, par rapport à ses fonctions, notamment fonctions cardiaques. Ça, c'est d'une part. Il y a un autre conseil, c'est les chaussures. Donc, ce que porte le patient diabétique, parce que parfois, on conseille l'activité physique. Oui, nos patients sortent marcher, mais en portant de mauvaises chaussures, et parfois, ils se blessent. Donc, sans faire attention, parce qu'il y a une notion, avec le temps et avec l'ancienneté du diabète, on perd ce qu'on appelle la sensibilité de protection, et donc, il risque de se blesser sans se rendre compte. Oui. Et là, il risque de faire une ulcération du pied qui va par la suite peut-être se tourner mal. Donc, il faut faire attention. Donc, il faut porter des chaussures adaptées. L'activité physique, elle est bonne. Elle permet d'ailleurs de réduire même l'hémoglobine glyquée. Elle permet d'améliorer le métabolisme, le stress oxydatif. Elle agit sur l'activité, on va dire, cardiaque, sur le métabolisme glycidique, sur le métabolisme lipidique. Sur le plan psychologique. Sur le plan psychologique également. Mais, donc, elle doit se faire de façon, on va dire, régulière, de façon adaptée aux fonctions de chaque patient et bien sûr en portant des chaussures qui sont adaptées parce que ça constitue parfois donc une complication qu'on n'aimerait pas voir. Donc on conseille aux patients de marcher pour éviter, on va dire brûler plus de sucre, pour éviter des complications et on finit par avoir une autre complication. Donc ça, c'est ce qui n'est pas bon chez un patient diabétique. Mais ça reste donc un pilier dans la prise en charge du patient diabétique. C'est un pilier qui est très important. Oui. Donc le patient diabétique
doit s'adapter et doit faire une activité physique régulière sans effort très important. Mais la marche, par exemple, on leur conseille la marche et qui va donc donner des résultats qui sont très bénéfiques sur l'état de santé de chaque patient. Tout à fait. Et je rappelle seulement, puisque vous avez parlé des pieds chez les diabétiques, généralement on recommande chez tous les diabétiques de vérifier chaque soir les pieds s'il y a justement une lésion ou s'il y a une blessure. Comme ça, on va la traiter à temps avant que ça se développe à, on va dire, des complications plus graves, parce que le diabétique, avec le temps, il va perdre la sensibilité, surtout au niveau de ses pieds. Alors, docteur Atallah, on va dire le sucre, il signifie réduire le sucre, pardon, ne signifie pas arrêter complètement et supprimer tout plaisir alimentaire. Donc, comment réduire progressivement la consommation du sucre sans frustration? Alors, réduire le sucre, ça commencera déjà quand on comprend que ça va être donc sur le long terme. On ne cherchera pas des solutions miraculeuses ou rapides, donc on va aller doucement, selon ce qu'on consomme déjà au quotidien. Si on est déjà consommateur de boissons, donc on va commencer par arrêter les boissons, donc les liquides, le sucre liquide. Ça va être le premier point. Le deuxième point, ça va être donc le sucre rajouté donc dans les boissons, café et thé. Et troisième point, ça va être réduire le pain blanc, donc la farine raffinée. Quatrième point, on pourra donc là, à ce moment-là, rajouter et nous baser plutôt sur des fibres. Donc l'augmentation déjà des fibres va avoir un effet bénéfique, donc sur la satiété déjà, les protéines aussi. Donc on aura moins envie déjà de grignoter, moins faim, moins envie de consommer de sucre. Donc déjà ça, et ne pas oublier que le bon aliment va toujours chasser le mauvais. Donc réduire doucement, progressivement, mais ça va être durable dans le temps. Donc, c'est ce que je conseille. Et toujours se rappeler et classer le sucre comme étant plaisir et pas donc avoir à le manger. Normalement, le plaisir, la notion du plaisir, donc ça représente 20% de notre alimentation. Tout à fait. Donc, normalement, il ne doit pas être présent ni en quantité, ni au quotidien. Merci, docteur Atallah Esma. Merci pour tous les éclairages que vous avez apportés aujourd'hui, votre participation aussi. Merci à vous. Docteur Benyahi, donc le diabète de type 2, il est réversible à un stade très très précoce. Donc, qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui les téléspectateurs? Alors, ce qui est conseillé, donc, c'est qu'à partir d'un certain âge, surtout si on a des antécédents familiaux de diabète de type 2, c'est d'aller se dépister. À partir de l'âge de 35 ans, voire 40 ans, c'est faire un bilan annuellement, au moins une glycémie à jeun, c'est quelque chose de très simple, d'accord, pour vérifier s'il n'y a pas déjà une dysglycémie. D'accord, et la repérer le plus tôt possible, agir le plus tôt possible pour éviter toutes les complications du diabète. Tout à fait. Merci pour toutes les explications, les informations que vous avez apportées, votre participation aujourd'hui à l'émission. Merci à vous. Docteur Azoun, donc quel conseil, on va dire, ou quel message souhaitez-vous adresser aux téléspectateurs concernant la prévention des maladies métaboliques d'une manière générale? Alors, pour les maladies métaboliques, il y a un problème déjà sérieux, c'est la surcharge pondérale ou bien l'obésité. Donc, il faut déjà éviter de tomber dans l'obésité, parce que la surcharge pondérale, ça commence par une surcharge et puis on a d'autres maladies qui vont suivre. Donc, il faut éviter donc, de tomber dans ce problème. Comment l'éviter? Avec une bonne hygiène de vie, avec une alimentation saine qui est équilibrée, avec une bonne activité physique et bien sûr un dépistage si on a des antécédents comme mon collègue l'a dit. Donc, il faut dépister, il ne faut pas avoir la peur de dépister. Au contraire, quand on dépiste tôt, on traite tôt. Et actuellement, on parle d'une notion, comme vous êtes en train de le dire, d'une notion qui s'appelle la rémission du diabète de type 2. C'est-à-dire, on peut le remettre, on va dire, pas à zéro, mais on va l'endormir. Donc, on peut vivre normalement avec le diabète si on suit les règles hygiéno-diététiques, si on suit notre traitement. Donc, la pierre angulaire de la prise en charge, c'est la prévention. Maintenant, si on est diabétique, ce n'est pas la fin du monde. Donc, il faut juste suivre les conseils du médecin et prendre son traitement correctement, faire ses contrôles correctement, parce que c'est une maladie silencieuse. Les patients pensent quand on n'a pas de symptômes, on n'a pas de problème, tout va bien, alors que c'est faux. Donc,
Quand on n'a pas de problème apparent, ça ne veut pas dire qu'on est sain, qu'on n'a pas de problème réellement. La maladie évolue de façon silencieuse et elle peut toucher plusieurs organes. Donc prévenir, si on est diabétique, donc on fait nos contrôles, on fait notre régime, on suit les conseils du médecin et comme ça on peut vivre longtemps avec le diabète sans avoir des complications. Merci, Dr Azzoun Assia, pour toutes ces explications et votre participation aujourd'hui. Merci, le plaisir est partagé. Sarah, donc un dernier mot, un dernier conseil pour nos Prenez soin de téléspectateurs? vous, autorisez-vous des douceurs, mais avec modération. Toujours la modération, l'équilibre entre plaisir et besoin. Voilà, jamais d'excès. Voilà. Tout à fait. Ishaïd comme normalement. Oui, Ishaïd comme merci. Alors, vous l'avez compris, donc le sucre, il est, on va dire, joue un rôle central dans la survenue du diabète de type 2. Mais la bonne nouvelle, c'est que, on va dire, des changements durables, continus et aussi simples vont changer complètement, ou on va dire, ils vont transformer la trajectoire métabolique. Le mois de Ramadan est une occasion pour le rééquilibrage, mais on va dire que l'enjeu reste désormais de maintenir ces bienfaits tout au long de l'année. Donc, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On arrive à la fin de notre émission. Donc, je vous dis, Sahaïdkoum kul aam wantoum bkhair. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Prenez soin de votre santé. À bientôt.